Bonjour à tous. Pour cette quatrième rêverie en bulle, je vous propose une balade onirique et poétique dans la nature. À nos côtés, nous aurons des chats, un albatros et un poète portant à la main un bouquet de fleurs, les fleurs du mal. Cette petite introduction vous laisse deviner qui nous accompagnera aujourd'hui. Le grand Charles Baudelaire. Né à Paris en 1821 et décédé dans la même ville en 1867, Charles Baudelaire est l'un des auteurs phares du XIXe siècle. Figure incontournable du romantisme et du symbolisme, il se distingue par une poésie sombre, torturée, riche en contrastes, où la beauté et l'horreur s'entremêlent. Son recueil le plus célèbre reste Les Fleurs du Mal, publié en 1857 et qui lui valut une condamnation pour immoralité. C'est ma sœur qui m'a fait découvrir les poésies de Charles Baudelaire, d'abord avec Les Fleurs du Mal, ensuite avec Le Spleen de Paris. Et j'ai été saisie par son écriture, surtout par sa manière de décrire les choses, même les plus repoussantes. Pour cette quatrième rêverie, j'ai donc choisi 2 petits poèmes, tous 2 centrés autour des animaux. Commençons par le plus célèbre d'entre eux, l'Albatros. Ce poème, qui porte le numéro 2 au sein du recueil, est tout simplement déchirant. En peu de mots, Baudelaire nous fait ressentir une grande empathie pour ce puissant oiseau capturé et mis à mal par l'homme. En peu de mots, on se rend compte à quel point l'humain peut être cruel par plaisir, pour se divertir, et ce même envers les beautés de la nature qui ne lui ont rien fait. Plus encore aujourd'hui, le texte de ce poème résonne et nous semble actuel. Pas la peine d'en dire davantage. Voici l'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'est guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ce poème est à couper le souffle. Vu sous cet angle, on pourrait se dire que Charles Baudelaire n'est que mélancolie et désespoir, qu'aucun de ses poèmes n'apaiserait la lourdeur du climat actuel. Erreur, grave erreur. Charles Baudelaire, c'est bien plus que cela. Prenons son poème Les chats, par exemple, le numéro 66 dans Les Fleurs du Mal. Il y glorifie les chats, il en fait des animaux presque légendaires, des créatures de contes aux pouvoirs insoupçonnés. Et c'est là la magie de ces poèmes, transformer le réalisme et les choses du quotidien en épopées fantasmagoriques. En écoutant les mots de Charles Baudelaire, pensez à un chat que vous connaissez, le vôtre ou celui de quelqu'un dans votre entourage, et essayez de le comparer avec la description que donne le poète de nos amis les félins. De mon côté, j'ai essayé avec Looping, et je ne suis vraiment pas sûre qu'elle ressemble tant que ça à un sphinx aux prunelles mystiques. Quoi qu'il en soit, Les chats restent un merveilleux poème et je vous propose de l'écouter maintenant. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également, dans leur mûre saison, les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ces coursiers funèbres s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté.
ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin étoile vaguement leurs prunelles mystiques. On aurait presque envie de regarder son chat différemment après ce ravissant poème de Charles Baudelaire. Et puisque son univers semble vous plaire, j'ai décidé de vous lire un troisième poème, en prose cette fois. C'est le numéro 20 du recueil Le spleen de Paris. Il s'appelle Les dons des fées. Il n'est pas vraiment centré sur la nature, mais j'aime la morale qu'il dégage. Il prend des airs de conte de fées, mais ressemble surtout à un apologue. L'un des personnages explique très bien son sens. Pourquoi chercher de la logique et comprendre les choses les plus merveilleuses et extraordinaires? Sans plus attendre, laissez-moi vous lire Les dons des fées. C'était grande assemblée des fées pour procéder à la répartition des dons parmi tous les nouveau-nés arrivés à la vie depuis 24 heures. Toutes ces antiques et capricieuses sœurs du destin, toutes ces mères bizarres de la joie et de la douleur, étaient fort diverses. Les unes avaient l'air sombre et rechigné, les autres un air folâtre et malin. Les unes, jeunes, qui avaient toujours été jeunes, les autres, vieilles, qui avaient toujours été vieilles. Tous les pères qui ont foi dans les fées étaient venus, chacun apportant son nouveau-né dans ses bras. Les dons, les facultés, les bons hasards, les circonstances invincibles étaient accumulés à côté du tribunal, comme les prix sur l'estrade dans une distribution de prix. Ce qu'il y avait ici de particulier, c'est que les dons n'étaient pas la récompense d'un effort, mais tout au contraire une grâce accordée à celui qui n'avait pas encore vécu, une grâce pouvant déterminer sa destinée et devenir aussi bien la source de son malheur que de son bonheur. Les pauvres fées étaient très affairées, car la foule des solliciteurs était grande, et le nombre intermédiaire placé entre l'homme et Dieu est soumis comme nous à la terrible loi du temps et de son infinie postérité, les jours, les heures, les minutes, les secondes. En vérité, elles étaient aussi ahuries que des ministres un jour d'audience ou des employés du mont-de-piété quand une fête nationale autorise les dégagements gratuits. Je crois même qu'elles regardaient de temps à autre l'aiguille de l'horloge avec autant d'impatience que des juges humains qui, siégeant depuis le matin, ne peuvent s'empêcher de rêver au dîner, à la famille et à leurs chères pantoufles. Si, dans la justice surnaturelle, il y a un peu de précipitation et de hasard, ne nous étonnons pas qu'il en soit de même quelquefois dans la justice humaine. Nous serions nous-mêmes, en ce cas, des juges injustes. Aussi furent commises ce jour-là quelques bourdes qu'on pourrait considérer comme bizarres si la prudence, plutôt que le caprice, était le caractère distinctif, éternel des faits. Ainsi, la puissance d'attirer magnétiquement la fortune fut adjugée à l'héritier unique d'une famille très riche, qui n'était doué d'aucun sens de charité, non plus que d'aucune convoitise pour les biens les plus visibles de la vie, devait se trouver plus tard prodigieusement embarrassé de ses millions. Ainsi fut donné l'amour du beau et la puissance poétique au fils d'un sombre dieu, charrié de son état, qui ne pouvait en aucune façon aider les facultés ni soulager les besoins de sa déplorable progéniture. J'ai oublié de vous dire que la distribution, en ces cas solennels, est sans appel et qu'aucun don ne peut être refusé. Toutes les fées se levaient, croyant leur corvée accomplie, car il ne restait plus aucun cadeau, aucune largesse à jeter à tout ce fretin humain, quand un brave homme, un pauvre petit commerçant, je crois, se leva
et, empoignant par sa robe de vapeur multicolore la fée qui était le plus à sa portée, s'écria « Hé, madame, vous nous oubliez. Il y a encore mon petit. Je ne veux pas être venue pour rien. » La fée pouvait être embarrassée, car il ne restait plus rien. Cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, quoique rarement appliquée, dans le monde surnaturel, habité par ces déités impalpables, amies de l'homme et souvent contraintes de s'adapter à ses passions, telles que les fées, les gnomes, les salamandres, les sylphides, les sylphes, les nixes, les ondines et les ondins. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, dans un cas semblable à celui-ci, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lois, la faculté d'en donner encore un, supplémentaire et exceptionnel, pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Donc, la bonne fée répondit avec un aplomb digne de son rang. « Je donne à ton fils, je lui donne le don de plaire. » « Mais plaire comment ? Plaire pourquoi ?» demanda opiniâtrement le petit boutiquier, qui était sans doute un de ces raisonneurs si communs, incapables de s'élever jusqu'à la logique de l'absurde. « Parce que, répliqua la fée, courroucée en lui tournant le dos. Et, rejoignant le cortège de ses compagnes, elle leur disait « Comment trouvez-vous ce petit Français vaniteux qui veut tout comprendre et qui, ayant obtenu pour son fils le meilleur des lots, ose encore interroger et discuter l'indiscutable ?» Voilà un récit qui prouve que Baudelaire est tout aussi doué en prose qu'en vers. En tout cas, que ce soit ces fées raisonnables, nos chers amis les félins ou le grand albatros, ces personnages mis en poème nous invitent avec délicatesse et subtilité à apprécier ce qui nous entoure, à accepter la vie telle qu'elle vient et à prendre grand soin de la nature dans toute sa splendeur. Quant aux fleurs du mal et au spleen de Paris, ce sont des recueils si riches que je pourrais bien vous en reparler dans une prochaine rêverie, car on ne se lasse jamais d'un peu de poésie. Sur ce, je vous laisse. Soyez curieux, restez à l'écoute et on se retrouve bientôt.